Voilà, c'est avec réellement bonheur que nous accueillons cette controverse au sein de l'Académie d'agriculture, dans cette bibliothèque où on a des ouvrages bien sûr multiples et variés sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors pourquoi beaucoup de bonheur à accueillir cette web binaire, comme on dit maintenant, ces controverses? D'abord, les liens amicaux que j'ai personnellement avec la mission et son équipe, après Marcillac, Bergerac, voilà, voilà, on a toujours des liens. C'est aussi sur des thèmes qui sont au cœur de nos réflexions de l'Académie, avec un groupe de travail avec Jean-Louis Rastoin, notamment sur les transitions alimentaires. Mais c'est aussi le forum Covid-19 qu'on a mis en place et qui va déboucher sur un ouvrage pour l'automne prochain, sur notamment ce thème, le lien entre sécurité alimentaire et sécurité sanitaire. Mais c'est aussi notre volonté, l'Académie, d'engager sur ce qu'on appelle des débats. Controverse, on n'a pas osé aller jusque-là, vous voyez, mais voilà, ça fait peut-être plus moderne, controverse, d'admettre bien sûr des débats, mais comment les tenir. Mais c'est aussi la place de membres de l'Académie pour ce webinaire sur sécurité et souveraineté alimentaire dans le monde, l'Europe face aux grands dérèglements, avec Mathieu Brun, Club d'émetteurs, Thierry Pouche, APCA et aussi membre de l'Académie, Cécile Détang-Dessang, qui est de l'INRAE, et bien sûr les réactions à loin, là, enfin loin, il est proche par la caméra, par la vidéoconférence de Nicolas Bricas pour le CIRAD. Eh bien écoutez, bon débat, bonne, excellente controverse, à vous. Merci beaucoup Constant pour accueillir cette séquence, effectivement dans un cadre qui est digne d'Arte ou de Public Sénat. Donc c'est également en partenariat, donc non seulement avec l'Académie d'agriculture de France, mais aussi avec Agrignum. Et c'est un dispositif qui remplace donc les controverses qui devaient avoir lieu en juillet à Bergerac, en public évidemment. Donc nous avons éclaté les controverses en de multiples sessions. Nous avons déjà fait une première séquence lors de la semaine de l'agriculture à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, sur l'avenir de l'élevage en Europe. Et la suivante prendra place à Bruxelles le 27 ou 26 juillet, on n'a pas encore calé la date, sur le foncier agricole. Nous sommes donc au mi-temps aujourd'hui, un débat qui est en live et qui acceptera volontiers les remarques, les questions. Donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions que nous relayerons en direct. Alors aujourd'hui, effectivement, pourquoi ce sujet? Avec la pandémie de Covid, a ressurgi d'abord le spectre d'une pénurie alimentaire, y compris dans les pays riches, mais aussi et surtout les craintes d'une crise alimentaire majeure dans le monde, où, rappelons-le, la malnutrition affecte déjà quelques 820 millions de personnes, la situation s'aggravant depuis 4 ou 5 ans. Si je dis des bêtises, Nicolas Bricas me corrigera. Alors, sous l'effet, évidemment, à la fois, pas seulement de la pandémie, mais du changement climatique, de la paupérisation et des conflits. Dans ce cadre, il est vrai que l'impératif de sécurité alimentaire et plus marquant encore, la notion de souveraineté alimentaire sont dans toutes les bouches. Et ça laisse d'ailleurs, on verra peut-être au cours du débat, parfois un arrière-goût de repli sur soi, d'isolationnisme, d'égoïsme nationaux. Donc sur cette toile de fond d'insécurité, est-ce que l'Union européenne dispose réellement d'une souveraineté alimentaire et surtout d'une capacité à exercer un rôle dans les grands équilibres alimentaires de la planète? Donc nous avons effectivement nos 4 intervenants que Constant a présentés très brièvement, donc que je représente vite fait. Donc Mathieu Brun à ma droite, qui est docteur en sciences politiques, chercheur au Club d'émetteurs, et qui se consacre plus particulièrement à l'Afrique et à la gestion des ressources naturelles.
Cécile, nous sommes contents quand même d'avoir une femme, qui est directrice scientifique adjointe agriculture de l'Institut, qui est économiste et qui anime aux côtés d'Hervé Guillaumard un groupe de réflexion sur les enjeux de la réforme de la PAC. Ça tombe bien, on n'a pas forcément tout compris du Green Deal et de Farm to Fork. Et puis Thierry Pouge, qui est également économiste, qui dirige études, références et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre de l'Académie d'agriculture de France. Et à distance, donc, Nicolas Bricasse, socio-économiste, chercheur au CIRAD, qui est le Centre de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable, des régions tropicales et méditerranéennes, on y arrive. Et puis, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Alors, après cette introduction, moi j'ai d'abord une question qui s'adresse à vous quatre. Un mot chacun pour qualifier la situation alimentaire mondiale actuelle. Alors à l'instant T, donc je sais que c'est pas facile. Qu'est-ce qui, peut-être Cécile, on va peut-être laisser l'honneur aux femmes, non? Nicolas peut-être, alors qui est à distance. La situation alimentaire mondiale actuelle, effectivement, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter, comme nous l'annoncent, nous alertent l'OMS et la FAO? Mais Cécile, vous ne voulez pas dire un mot d'abord? Si vous aviez l'honneur, moi je vous laisse, hein, pas de souci. C'est un peu la spécialiste alors, on va passer à des... Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bon, enfin, la situation, on ne la connaît pas très précisément parce qu'elle est en cours d'évaluation du fait de ce qui s'est passé avec le confinement et le ralentissement des activités économiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans la crainte d'une pénurie alimentaire. Les récoltes l'année dernière au niveau mondial sont très élevées, elles sont plutôt bonnes, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toujours bonnes, mais en tout cas, on n'est pas dans une situation où les stocks seraient complètement épuisés et où on aurait un risque à très court terme de pénurie. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on a un vrai risque de réduction du pouvoir d'achat des consommateurs, en particulier non agricoles, urbains et ruraux. Donc, un vrai risque pour des gens qui gagnent aujourd'hui ce qui leur permettra de manger demain. Et s'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ça veut dire que demain, ils ne mangent pas. Donc, s'il y a crise alimentaire, c'est plus une crise de la demande, si on peut dire, c'est une crise de la pauvreté, c'est une crise de l'effondrement du pouvoir d'achat d'une partie de la population qui s'est retrouvée contrainte de ne plus pouvoir travailler du fait du ralentissement économique lié au confinement ou au ralentissement de la circulation des produits. Après, on n'est pas complètement à l'abri de tensions sur les prix si la fluidification des marchés ne se rétablit pas à court terme. Mais elle est déjà très rétablie depuis le mois de mai. Donc, on a déjà une reprise de l'activité commerciale. Donc, on n'est pas en crainte non plus à très court terme de tension sur les prix. Ce qu'on constate, c'est que les institutions qui s'occupent d'agriculture ont, comme elles le font à chaque fois et qu'elles le peuvent, essayé de tirer la sonnette d'alarme pour aussi attirer l'attention sur elles et de dire qu'elles étaient là pour gérer les éventuelles crises alimentaires et en particulier de gérer les disponibilités alimentaires, l'éternelle question mise en avant, alors qu'on est aujourd'hui plus dans une question de pauvreté et d'inégalité. Qui est-ce qui veut prendre la suite, Mathieu? Oui, je veux bien apporter quelques éléments en plus à ce qu'a déjà introduit Nicolas, notamment sur la question de la production. Aujourd'hui, on constate que les indicateurs sont plutôt au vert sur les céréales, à l'exception de l'orge. La campagne est globalement bonne. Bien sûr, tout dépend des filières. Et puis, les perspectives de la FAO sur les campagnes 2020-2021 sont assez bonnes aussi. Sur le blé, très légère baisse, mais on est à des niveaux assez similaires. Sur le riz, plutôt une augmentation également. Après, sur la viande, c'est un petit peu en baisse. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est peut-être la pêche et l'aquaculture, notamment en raison de la crise de la pandémie de Covid-19, puisqu'on voit une baisse de la consommation, ce qui a aussi des effets sur la production et sur les ressources. La situation alimentaire, en même temps, elle ne peut pas se réduire uniquement à la production, et je pense qu'on y reviendra dans la suite, j'anticipe un petit peu, et Nicolas le précisera, mais on peut dire que les conséquences
conséquence de la Covid, de la pandémie, au niveau de la réduction, au niveau des impacts, c'est une dimension importante, mais qui l'est beaucoup moins que des tendances beaucoup plus structurelles, beaucoup plus de fond, notamment sur le prix du fret, le prix du pétrole ou le renforcement des stocks stratégiques qui sont faits ça et là, hein, puisque, une fois de plus, hein, la sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus qu'une quantité. On va y venir. Et l'émergence de la mer Noire, notamment, les progrès logistiques de la Russie, la transformation des filières au Brésil, la croissance de la demande asiatique, mais aussi la fluctuation des monnaies. Je pense qu'il faut garder ça en tête, hein, sur le réal brésilien ou sur d'autres monnaies dans les pays pétroliers, notamment en Afrique, vont avoir des impacts sur la situation alimentaire mondiale. Donc, même si on peut anticiper quelques éléments de fluctuation liés à la crise du Covid, on est globalement sur une situation en termes de production qui est bonne. D'accord. Cécile ? Toujours en guise d'introduction, oui. Il ne faudra pas non plus que cette situation du Covid masque d'autres questions beaucoup plus importantes, enfin bien aussi importantes en termes de questions de souveraineté, et en premier lieu l'explosion démographique et le changement climatique. Et il ne faut pas que, au prétexte qu'on est là sur une crise qu'il ne faut pas minimiser, mais il ne faut pas qu'elle cache la grosse difficulté qu'on va avoir à échéance de 2050, qui est d'un côté l'explosion démographique et de l'autre une adaptation au changement climatique. Thierry ? Je voudrais juste ajouter que les inquiétudes qu'on a entendues ou lues, en particulier celles qui ont été exprimées par la FAO, se situent dans le prolongement déjà d'inquiétudes antérieures, notamment avec la recrudescence du nombre de sous-alimentés ou de mal nourris sur la planète. Donc ça, c'est un point important, et il faut renvoyer ça non pas à des phénomènes de soudure alimentaire, offre-demande, comme on a l'habitude de pointer historiquement, mais là, sur la multiplication, la FAO l'a dit à plusieurs reprises dans ses rapports, sur la multiplication des conflits dans certaines régions, en particulier au Proche et au Moyen-Orient, et qui ont accentué l'insécurité alimentaire. Après, dans la situation actuelle, il y a une variable qui a été un peu évoquée par Mathieu, c'est aussi tout le pouvoir d'achat des pays importateurs de matières premières agricoles et de céréales en particulier. Et moi, je pense notamment aux effets qu'il va falloir mesurer maintenant à très court terme, aux effets de l'effondrement du prix du pétrole pour les pays producteurs et exportateurs. Un certain nombre de pays, comme l'Algérie, avaient tablé sur un prix du pétrole pour l'année 2020 de 75 $ à peu près pour le budget importation de produits alimentaires. On est tombé à 20, voire même moins. Donc il y aura certainement des répercussions sur leur capacité à importer, puisqu'on a vu dans les chiffres qui sont sortis assez récemment une dégradation quand même assez prononcée de leur balance des opérations courantes. Donc là, ça pose un véritable problème, à la fois pour le budget de ces pays-là, mais aussi pour leur capacité à nourrir leur population. Alors ils ont peut-être une marge de manœuvre, Nicolas l'a rappelé, c'est qu'au regard de l'évolution des productions qui sont annoncées pour l'année 2020-2021, probablement qu'on serait dans une situation d'excès d'offres par rapport à des demandes qui se sont effondrées, soit parce que les ménages ont moins de pouvoir d'achat avec le confinement, soit parce que les enfants n'ont pas pu bénéficier de repas à l'école pendant toute cette période, plus les problèmes vécus par les pays producteurs et exportateurs de pétrole. Il y aura probablement là, du coup, une pression déflationniste sur les prix, ce qui contraste assez bien avec la période de 2008, où on a eu plutôt des flambées de prix, puisqu'il y avait des stocks très bas notamment. Donc là, peut-être que les pays importateurs qui ont moins de capacité à financer leurs importations auront peut-être une marge de manœuvre avec des prix un peu plus bas du fait du déséquilibre offre-demande. Merci pour ce point assez complet. Alors on a évoqué les mots de sécurité alimentaire. On a commencé d'ailleurs à regarder un petit peu ce que ça recouvre. Moi, j'aimerais qu'on dissipe totalement les flous sur qu'est-ce que la sécurité alimentaire, que l'on confond souvent avec la sécurité sanitaire, ce qui n'est pas la même chose. Qui est-ce qui veut définir la sécurité alimentaire de manière carrée? Nicolas, peut-être? C'est à vous que revient ce rôle, quand même. Il y a une définition qui a été adoptée par la communauté internationale déjà depuis 1996, qui faisait suite à une première définition qui disait la sécurité alimentaire, c'est disposer de suffisamment de nourriture.
Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, a bien montré que la sécurité alimentaire, c'est pas du tout qu'une question de suffisance, c'est une question d'accès. C'est pour ça que la nouvelle définition consensuelle, qui a été rediscutée en 2002, qui a été rediscutée en 2008, qui a été encore rediscutée l'année dernière, continue de dire c'est d'abord et avant tout l'accès pour tout le monde à une alimentation saine, tenant compte des préférences alimentaires et de façon stable. Donc on dit souvent il y a 4 éléments très importants. Le premier, avant tout, c'est l'accès à l'alimentation. Accéder à suffisamment de terre quand on est producteur ou à un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir se nourrir correctement, à des disponibilités suffisantes, bien évidemment, si on est dans des situations où il y a insuffisance de disponibilité par rapport aux besoins, et ben on se retrouve en situation de tension, à une nourriture de qualité à la fois sanitaire, à la fois nutritionnelle et à la fois tenant compte des préférences alimentaires, donc des dimensions socio-culturelles, et tout ça de façon régulière, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un accès régulier, il faut une qualité régulière et il faut une disponibilité régulière. On parle souvent des 4 piliers de la sécurité alimentaire de cette façon-là. Et donc la sécurité sanitaire des aliments, donc l'innocuité des aliments, le fait qu'ils ne nous empoisonnent pas, qu'ils ne rendent pas malades, est un des éléments de la sécurité alimentaire. En anglais, c'est plus simple. Sécurité alimentaire se traduit par food security et sécurité sanitaire des aliments se traduit par food safety. Tout à fait, mais merci beaucoup pour ce point précis. Donc ça va permettre... Ah, Thierry, je veux compléter. Juste ajouter un point. Oui. Nicolas a vraiment bien fait de faire référence à Amartya Sen, parce que justement, dans son ouvrage L'idée de justice, Amartya Sen explique qu'au même titre que la santé ou l'éducation, l'accès à l'alimentation devrait figurer parmi les priorités des politiques publiques. Tout à fait. Droit à l'alimentation. Oui, oui. Alors, justement, on va passer maintenant à la souveraineté alimentaire, qui a priori est un terme qui est apparu beaucoup plus récemment, je crois dans les années 80, et puis ensuite avec une notoriété plus grande dans les années 90. Moi, j'aimerais savoir ce que ça apporte par rapport à la stricte notion de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Et est-ce qu'éventuellement, il y a enfin, évidemment, qu'est-ce qu'elle apporte donc en termes d'avantages, mais est-ce qu'elle peut aussi avoir ses limites, voire des effets pervers? Ça, ce sera dans un deuxième temps. Donc, souveraineté alimentaire, qui est-ce qui se lance dans une définition? Parce qu'il y en a quand même 15 000 définitions qui font plusieurs phrases, plusieurs lignes. Moi, je voudrais d'abord préciser une chose. Il faut se situer dans un temps historique beaucoup plus long pour comprendre la souveraineté, parce qu'on fait tous référence à Via Campesina, ou dans les années 90, au moment où justement la mondialisation commence à être un peu contestée, etc. Je pense qu'on ne peut pas la déconnecter de l'idée de souveraineté politique. Et donc renvoyer à ce que disait le Florentin Machiavel et ce que disait l'Angevin Jean Bodin. Vous avez 100 pages dans Le Prince et vous avez 1000 pages dans les 6 livres de la République, où dans les 2 cas, ils essayent de définir ce qu'est la souveraineté. Et donc, partant de l'idée que la politique pour eux est une affaire humaine, eh bien, il faut savoir, et qu'elle est porteuse d'un projet humain, eh bien, il faut savoir que finalement, est-ce qu'on peut définir une autorité absolue et une autonomie absolue de l'État pour définir le projet de la société que cet État porte. Donc, pour eux, la politique, au sens souverain du terme, c'est de ne pas dépendre ni de Dieu, ni de la nature, ni d'une quelconque instance supérieure. Ce sont les hommes qui définissent souverainement, à partir du moment où ils ont l'État en main, qui définissent souverainement le projet de la société. Donc il faut vraiment associer dans cette séquence le politique, le pouvoir et la souveraineté. Donc comment ça peut faire écho avec l'idée de souveraineté alimentaire? Eh bien c'est tout simplement, comme on le fait en politique, c'est finalement la production de soi-même par soi-même. Et la production alimentaire, c'est ça. C'est-à-dire on produit soi-même, pour soi-même. Éventuellement, après, on peut discuter sur les surplus qui existent, qu'est-ce qu'on en fait, on les exporte ou pas. Mais je pense que l'idée renvoie à cette idée qu'il y a de l'autosuffisance quelque part et on la définit de façon souveraine, on n'a besoin de personne. Donc ça veut dire que pour l'alimentation, on n'aurait besoin ni de se conformer à ce que dit l'OMC, ni pour un pays membre de l'Union européenne, de se conformer à ce que dit Bruxelles finalement. Mais comme on est dans un collectif européen, à ce moment-là, il faut la définir de manière collective. C'est ce qui a été fait au moment du traité de Rome et de la construction de la politique agricole commune. L'objectif d'atteindre l'autosuffisance, c'était une façon de dire l'Europe
à 6 pays membres, est capable de définir souverainement ce qu'elle entend faire de son agriculture, avec en ligne de mire cette idée d'autosuffisance pour nourrir la population. Et évidemment, il y a eu toute cette période où on a beaucoup produit, où on a atteint l'autosuffisance, donc l'idée de souveraineté ne se posait plus. Et avec l'entrée dans la mondialisation à partir des années 80, il n'y avait plus de correspondance possible entre cette idée de souveraineté et l'idée de libre-échange. Avec le libre-échange, on pouvait justement s'approvisionner ailleurs que sur notre propre territoire et que par le jeu des importations, finalement, on pouvait assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire pouvait provenir de l'extérieur des frontières. Parce que si on peut avoir de la quantité et favoriser les conditions d'accès de la population à l'alimentation, ce n'est pas forcément obligé qu'on puisse produire soi-même. Donc je pense qu'il faut bien différencier ça, et c'est pour ça que finalement on a vu ressurgir à partir des années 90 cette idée de souveraineté, parce qu'à travers le jeu du libre-échange et des phénomènes de concurrence à l'échelle mondiale, eh bien, on pouvait finalement déstructurer les outils de production et donc menacer la sécurité et l'autosuffisance. Merci Thierry. Mathieu et Cécile, vous avez un point de vue complémentaire à apporter, sans remonter forcément à Jean Bodin cette fois-ci, sinon on ne va pas s'en sortir. Peut-être aller en descendant maintenant, voilà. Parce que l'histoire justement nous explique comment on en est arrivé là, et qui est vraiment très intéressante. Je pense que maintenant l'Europe pose sa souveraineté comme une capacité à piloter son alimentation. Et Amélie de Montchalin l'a présenté comme ça lors du webinaire de Déméter. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est une capacité à piloter et à être aux commandes de notre alimentation. Et quand on regarde là les débats qui sont arrivés avec le Covid, deux registres sont arrivés. D'un côté, il faut piloter ses importations, et il faut réduire ses importations, et puis de l'autre côté, il faudrait relocaliser. Et on voit très bien qu'on n'est, pour le coup, pas dans le même registre. Parce que d'un côté, si on agit sur son importation, c'est une question de gain de compétitivité, il faut réorganiser la ferme France ou la ferme communautaire. En plus, voilà, à quelle échelle on parle. Et puis la relocalisation, là, on est plutôt sur des questions de spécialisation productive, où on est à l'échelle du territoire, et on se pose la question, là, jusqu'à la réorganisation territoriale, comment la régulation biologique. Donc on voit bien qu'en fait, dans l'ensemble du débat actuel, au niveau de l'Europe, on oppose ou on dit, voilà, il faut d'un côté réduire nos importations, et puis il va falloir relocaliser. On voit bien qu'on est sur des registres, finalement, d'actions différents. Et le cœur du dispositif européen, il est aussi, on remet une couche, qui est, il faut être durable. Et donc là, à ce moment-là, on voit bien, on reviendra certainement sur ces questions-là, mais on se retrouve confronté à des questions de prix. Parce que si, d'un côté, on veut réduire nos importations, donc on va se retrouver avec des problèmes, et de l'autre, relocaliser et pas forcément être au plus efficace de la production, on aura des questions de prix. Et ces questions de prix, à ce moment-là, il va falloir les gérer. Alors, je ne sais pas, soit on continue un petit peu, ou tu veux que... On va revenir après à l'Europe. Là, j'aimerais vraiment qu'on se centre sur la souveraineté. Donc, tu vois, il y a vraiment, d'un côté, des questions d'importation, mais qui ne sont pas du même registre de réflection. Donc, c'est important de les avoir. J'ai l'impression qu'on parle de souveraineté, mais que ça s'adresse quand même principalement aux pays riches. Est-ce que tous les pays peuvent prétendre à la souveraineté et de manière concrète Mathieu, cette question piège est pour vous. Super, merci beaucoup Valérie. J'apprécie beaucoup. Peut-être avant, je vais juste rebondir à ce qu'ont déjà dit Thierry et Cécile par rapport à cette définition qu'ils ont donnée de la souveraineté et la compréhension qu'on en a aujourd'hui dans le contexte européen. Je crois qu'il ne faut pas confondre souveraineté et autosuffisance, dans la mesure où, et Thierry l'a bien montré, l'évolution même du commerce et des échanges, de la production, de la spécialisation et aussi la diversification alimentaire font qu'on ne peut pas être autosuffisant en tout et tout le temps sur tous les territoires. Ce matin, vous avez peut-être bu un café, bu un jus d'orange. Voilà, l'autosuffisance s'arrête dès le premier repas du matin. Et donc, forcément, ça limite d'autant plus notre capacité à être autosuffisant. Donc, ne pas tomber dans ces rêves et ces chimères que finalement, on pourra produire tout le temps et pour chacun. On peut faire mieux, ça je pense que c'est évident. Les taux d'autosuffisance sont assez inquiétants sur certaines productions en France, sur les fruits et légumes et sur d'autres produits dans d'autres filières. Donc, on peut faire toujours beaucoup mieux. Mais ce sujet de la souveraineté alimentaire, je crois qu'il renvoie avant tout
au choix de nos dépendances et de notre capacité à piloter, comme Cécile l'a rappelé, mais ce choix de dire, voilà, je peux être dépendant et je peux le faire sur la base de tel accord ou de telle pratique. Le sujet en lui-même de la souveraineté alimentaire, il a été relancé assez récemment et on a vu se fleurir, et j'en suis partie, donc les tribunes dans la presse spécialisée ou généraliste après l'éclatement de la pandémie. Déjà l'année dernière, en 2019, au cours du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron avait rappelé aussi les enjeux de souveraineté alimentaire vis-à-vis de grandes puissances agricoles que sont la Russie, on en reparlera tout à l'heure. Mais dans son discours du 12 mars, je le cite, déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie, au fond et à d'autres, est une folie. Donc il existait donc des débats bien entendu existants, mais on a vu fleurir ces tribunes pour une véritable souveraineté alimentaire européenne, de gauche, de droite, du centre. Et nous-mêmes, on s'est pris au jeu, puisqu'avec Sébastien Abyss, on a dit l'Europe doit être un échelon de cette souveraineté alimentaire. Finalement, ce choix de la souveraineté, enfin ce choix de ce mot de la souveraineté permet de replacer un petit peu l'attention sur les débats liés à l'enjeu stratégique de l'agriculture et de l'alimentation, puisqu'il a aussi relancé les discussions sur les défis qui sont posés à l'agriculture aujourd'hui, française et européenne, mais aussi étrangère, et reconnecter les questions d'alimentation avec les questions plus larges de développement industriel, de transformation, donc d'implantation sur les territoires et de politique d'aménagement du territoire. Nous rappelons qu'il ne faut pas isoler, mettre de côté les questions alimentaires, puisqu'il faut penser cette souveraineté de manière globale. Alors peut-être qu'on reviendra plus tard dans les défis, je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'aurai encore 2-3 choses à dire à ce sujet. Tu as réussi à pas répondre à ma voilà, question. Exactement. Donc je relance la patate chaude à Nicolas. Ben oui. Donc Nicolas, la souveraineté, c'est un luxe c'est une notion luxueuse pour des pays riches. Qui aujourd'hui dans le monde est capable d'être souverain alimentairement? Hormis... D'abord, c'est beaucoup plus facile pour un pays très riche, agro-exportateur, massivement, de revendiquer de la souveraineté que d'un pays qui est très dépendant économiquement et recourant à de fortes quantités d'importations alimentaires. Pour autant, c'est bien une revendication qui a été aussi brandie par un certain nombre de pays qui se sentaient sous domination, ex-domination coloniale ou sous domination d'institutions internationales. J'apprécie beaucoup que Thierry Pouche soit remonté dans le temps pour dire que c'était à une époque une volonté de s'affranchir de la dépendance des autres pays, d'un certain nombre d'acteurs. Mais c'est très intéressant de voir que c'était aussi dans une idéologie de s'affranchir de la nature. Et il me semble que la crise du Covid, elle nous montre qu'il faut complètement dépasser cette question, ce sentiment qu'on pourrait s'affranchir de la nature, qu'on pourrait la domestiquer, qu'on pourrait la servir à notre profit, et qu'il faut qu'on repense nos relations justement dans la nature. Donc ça pose un peu une autre question, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette souveraineté par rapport à la nature? Et c'est vrai qu'il y a un fond idéologique commun qui est très intéressant. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui auront beaucoup de mal à pouvoir effectivement s'autosuffire compte tenu de l'importance de leur démographie par rapport à leur capacité de production. Et en tout cas, ça veut dire qu'ils risquent de se nourrir à des niveaux de prix bien plus élevés que d'autres. Pour autant, le débat qu'il y a eu sur la souveraineté alimentaire dans les années 90, il ne dit pas autosuffisance, il dit liberté de pouvoir choisir son modèle alimentaire, sa façon de se nourrir. Et pour certains, ce sera surtout compter sur ses propres productions, mais pour d'autres, ça sera surtout compter sur sa capacité de s'insérer dans les échanges. Ce n'est pas qu'une question de pays, c'est aussi une question de population. Il y a des populations qui, historiquement, par exemple, n'ont pas du tout la capacité de produire eux-mêmes leur nourriture. Je pense par exemple à tous les éleveurs au Sahel, les Peuls, qui sont essentiellement des producteurs de lait et potentiellement quelques producteurs de viande, mais qui se sont insérés dans la société depuis des millénaires par un échange avec les agriculteurs et qui sont justement pas du tout pour essayer de produire tout eux-mêmes et qui ont construit leur complémentarité avec d'autres sociétés qui ont d'autres avantages. Et c'est intéressant de se replacer là-dedans parce que la notion de souveraineté, elle dit pas on doit être capable de tout produire nous-mêmes, elle dit bien on doit être libre de choisir notre modèle alimentaire, indépendamment de forces qui feraient pression sur nos choix. Et en l'occurrence, si ça s'est redynamisé, cette notion de souveraineté alimentaire, dans les années 90 par la Via Campesina, c'était une façon de s'affranchir du diktat des organisations
de Bretton Woods, qui était la banque et le FMI, qui imposaient la libéralisation, la théorie des avantages comparatifs à l'échelle mondiale et l'abaissement de toutes les barrières tarifaires. Donc c'est dans ce contexte-là, mais ce n'était pas tant pour nous voulons pouvoir tout produire nous-mêmes, c'était aussi pour le Brésil, nous voulons pouvoir accéder au marché européen, nous voulons pouvoir accéder au marché nord-américain. Et cette revendication, elle était aussi portée par ces gens-là. Merci. Donc on a vraiment fait le tour de l'histoire la plus lointaine à l'histoire la plus récente en 96, effectivement, par Via Campesina. Juste pour terminer ce panorama, où est-ce qu'on en est des fragilités les plus grandes sur la planète? Quels sont les pays et les régions du monde où la situation se dégrade à nouveau fortement et lesquels s'en sortent finalement mieux? Je pense par exemple, si on doit remonter à quelque temps, depuis 2007-2008, qui est la dernière grave crise alimentaire. Donc là, est-ce que quelqu'un veut répondre en premier? Je songe à l'Afrique, hein, c'est évidemment toujours le sujet de préoccupation, Mathieu. Effectivement, on avait vu, après la vague des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, on avait vu diminuer le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, en grande partie grâce aux efforts de la Chine. Et depuis 2015, si on regarde bien les courbes, à la fois en valeur ou relative ou absolue, la tendance repart à la hausse du nombre de personnes qui sont en situation de sous-alimentation au niveau mondial. On est à peu près à 820 millions aujourd'hui. Un chiffre donc qui repart à la hausse avec une aggravation dans certaines régions du monde. Vous avez cité, Valérie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale qui sont parmi les plus touchées quand on regarde les chiffres. Bien sûr, l'Asie du Sud est aussi, en termes relatifs et absolus, parmi des zones du monde où il y a beaucoup d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et cette aggravation de l'insécurité alimentaire, elle est notamment liée à la prolifération de conflits. Des conflits qui durent, en Afrique de l'Est. Tout à l'heure, Thierry a mentionné le Moyen-Orient, bien entendu, avec la Syrie ou le Yémen. Donc des violences politiques, on l'a vu aussi au Venezuela, qui aggravent les situations d'insécurité alimentaire, d'accès, mais aussi de disponibilité et de stabilité dans le temps. Et donc les risques, Thierry et Nicolas ont insisté là-dessus en introduction, les risques sont liés avant tout à la pauvreté. Malheureusement à cette capacité des gens de ne pas pouvoir accéder à l'alimentation, accéder au foncier pour se nourrir ou à pouvoir acheter l'alimentation. Donc les deux ODD, lutte contre la faim et lutte contre la pauvreté, sont vraiment intimement liés. Je voudrais aussi insister, parce qu'effectivement dans ces grands chiffres qui sont vraiment des grandes masses de gens qui sont en insécurité alimentaire, un enseignement de la crise de la pandémie dans les sociétés dites du Nord, dites développées, le Covid a marqué aussi l'émergence de risques de tomber dans des situations de vulnérabilité alimentaire et d'insécurité alimentaire. Au moment du début du confinement, on a vu les chiffres pour les banques alimentaires en France augmenter, passer à 8 millions de personnes qui étaient en situation de dépendance de ces banques alimentaires. Donc l'insécurité alimentaire grave qu'on voit dans les pays d'Afrique de l'Est, en plus renforcée avec les chocs climatiques, comme Cécile l'a rappelé, ou la crise des criquets sur les récoltes, sont un fait, mais il y a aussi ces vulnérabilités, ces gens qui sont à la limite, vous l'avez rappelé Valérie en introduction, quand on ne va plus à la cantine, quand on n'a plus accès aux services publics de l'alimentation dans les villes ou dans les écoles, le risque de tomber aussi dans une insécurité alimentaire modérée, pas grave bien entendu, mais modérée, et donc qui pose des risques sur la santé publique. Bon, il y a des endroits où ça s'améliore, Thierry, peut-être Alors, hormis les grandes puissances dites émergentes qui sont écrasantes presque, si on pense au Brésil et à la Chine, est-ce que tout s'aggrave Est-ce qu'il y a des zones comme ça dans le monde? On a cité l'Amérique du Sud, on a cité l'Asie. Non, bon, vu la tête de Mathieu, c'est pas terrible. Non, mais si on prend le Brésil, on voit bien aujourd'hui que il y a eu l'affirmation d'une puissance agricole, ça c'est certain, mais avec la crise économique qu'ils ont connue ces dernières années, plus la situation sanitaire et économique actuelle, et je ne parle même pas de la situation politique, on voit ressurgir finalement des poches de pauvreté, des formes de paupérisation qui fragilisent les populations en matière d'accès à l'alimentation. Donc tout le travail qui avait été fait pendant plusieurs années au Brésil est en train aujourd'hui de se fissurer.
Et pour la Chine, c'est un peu plus compliqué. La Chine, personne ne conteste que c'est encore une grande puissance agricole. Elle essaye de maintenir son taux d'auto-approvisionnement à peu près aux alentours de 95%, mais on voit bien que depuis son adhésion à l'OMC en 2001, son déficit commercial en produits agricoles et alimentaires s'est constamment dégradé. Aujourd'hui, le déficit est aux alentours de 70 milliards de dollars, donc c'est une puissance qui finalement pourrait connaître ou connaît déjà des formes de fragilité alimentaire qui l'obligent à importer, à sécuriser ses approvisionnements par des partenariats, voire même à investir à l'étranger pour essayer de sécuriser ses approvisionnements. Donc, dans ce panorama, probablement que l'Inde serait le pays qui s'en sortirait finalement le mieux, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de projets qui ont été menés à bien et qui ont permis de maintenir tant bien que mal les équilibres alimentaires. Mais globalement, alors après il faudrait regarder du côté de pays comme le Vietnam aussi, évidemment, mais il y a tout un tas de projets aussi dans un certain nombre d'autres pays qui essayent de définir des politiques agricoles pour essayer de desserrer les contraintes d'approvisionnement et essayer de ralentir ou d'inverser l'évolution de l'insécurité alimentaire. Cécile Donc moi, je vais quitter les pays en développement pour... Vous avez bien vu que moi, c'est plutôt l'Europe. Et pour rebondir sur la remarque de Mathieu sur l'insécurité alimentaire en Europe, clairement, si on met en œuvre un ensemble de politiques de changement de système où on demande plus de durabilité des produits, plus respectueux de l'environnement, et puis une relocalisation. Donc, je disais, on va arriver à un problème de prix. Et donc, si on déroule ces questions de prix, on a plusieurs solutions pour faire face à cette montée des prix. Alors, il y a une partie des populations les plus riches qui ont une propension à payer et qui l'ont montré clairement dans les dernières années. On voit une montée en puissance d'une demande de produits plus respectueux de l'environnement, traçabilité, et les gens sont prêts à payer. Donc cette partie-là, on aura une propension à payer et il y aura pas de... Voilà, le marché sera là. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une partie de la population qui n'aura pas les moyens de suivre ce type de consommation, et donc il faut qu'il y ait une politique publique active et volontaire pour mettre en œuvre un soutien auprès de ces populations plus défavorisées. Alors on pense aux food stamps, par exemple, qui ont été mis en place et qui ont été expérimentés, par exemple, en Angleterre et qui marchent et qui montrent vraiment... c'est des bons alimentaires. Donc c'est des bons alimentaires sur des produits ciblés, fruits et légumes en particulier, donc qui permettent à des populations défavorisées d'accéder à des produits, des fruits et légumes. Et donc, d'un côté, ils ont accès, et ça permet aussi de modifier la diète, puisque comme ça, ils ont accès à des produits qui arrivent avec des produits plus sains. Et puis, il ne faudra pas oublier la troisième action, qui est clairement la modification de la diète. C'est que clairement, donc tout à l'heure on parlait des produits, par exemple en Afrique où on est à 2200, 2400 kilocalories jour, voilà. Mais nous on est à 3000, 5, 6, 700. Et clairement, il y a un travail à avoir sur la diète et sur le régime alimentaire. Et en jouant aussi sur ce régime alimentaire, via aussi des politiques publiques qui peuvent aller sur de l'information, mais aussi sur des structures de taxes. Enfin bon, faut l'ensemble des outils, des instruments qui sont à notre disposition pour agir sur ces régimes alimentaires. Alors c'est marrant parce qu'on a cité presque toutes les régions du monde. Alors les États-Unis, c'est passé complètement... Russie aussi, c'est passé à la trappe. Nicolas? Non, mais je voulais rebondir sur ce que dit Cécile parce que je pense que c'est très important. C'est compliqué aujourd'hui de se demander s'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres ou est-ce qu'il y a des pays à la traîne et des pays qui vont mieux. En fait, tous les pays vont mieux et il y a plutôt une tendance à la réduction des disparités entre pays. Par contre, ce qu'on voit, c'est une explosion des inégalités à l'intérieur même des pays. Ça veut dire que la situation, par exemple, des États-Unis, elle est en train de foncièrement se dégrader. Elle se dégrade parce qu'il n'y a pas de politique redistributive et qu'il n'y a pas de politique de filet de sécurité pour les gens les plus pauvres et pour les gens les plus vulnérables. Et c'est exactement, dans une moindre mesure, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer également en Europe et en France en particulier avec l'accroissement de la pauvreté. Mais
quand même, moi, je voudrais quand même donner des exemples en Afrique. Le Nigeria est un cas très, très intéressant. C'est un pays, il y a 60 ans, personne ne pensait qu'il serait capable de se nourrir, alors qu'il était 50 ans avant les autres pays, dans son explosion démographique. Aujourd'hui, il y a plus de 150 millions d'habitants. Le Nigeria se nourrit de sa production alimentaire propre. Il a fait l'explosion de la production d'igname, l'explosion de la production de manioc, l'explosion de la production de maïs, l'explosion de la production d'huile de palme pour nourrir sa population. Après, à l'intérieur du Nigeria, on a un accroissement aussi de la population qui est en insécurité alimentaire parce qu'on a un problème d'accroissement des inégalités du fait d'une industrialisation du secteur alimentaire qui a été trop rapide. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut plus raisonner à la limite, si on doit raisonner quels sont les pays qui ont le mieux lutté contre l'insécurité alimentaire, c'est d'abord les pays qui ont mené une politique de réduction des inégalités. Le Brésil de Lula, c'est une fantastique expérience d'élimination de la faim dans le pays sur un mandat électoral, enfin sur les mandats électoraux de Lula. On est en train de totalement revenir en arrière au Brésil parce qu'on a changé de politique et qu'on est maintenant sur une politique qui abandonne définitivement, en tout cas sur le mandat qui est en cours, qui a décidé d'abandonner définitivement les pauvres. Donc, c'est pas tant une question de pays qu'une question de politique intérieure et qu'une politique de redistribution, une politique de lutte contre les inégalités. Merci pour ce point qui vient bien répondre aux questions qu'on se posait. Quand même une petite question entre guillemets. On a l'impression qu'il n'y a plus du tout de régulation ou du moins d'envie de réguler tout cela au plan mondial. Bon, on va pas redire pour la énième fois que l'OMC est actuellement complètement en panne, qu'il y a une guerre sino-américaine qui quand même met un sacré bazar, y compris dans le commerce mondial des denrées agricoles. Les régulations, on a l'impression qu'elles se font plus à travers des régions, des grands traités de libre-échange, qu'à travers un gendarme du monde qu'on peine à trouver. Parce que les États-Unis ont longtemps été ce gendarme à travers l'OMC. Aujourd'hui, la Chine prétend l'être, mais elle n'en a pas les moyens. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Oh là, ça vous laisse muet. Alors, serait-ce que la question est strictement inintéressante ou que c'est compliqué d'y répondre? Non, mais effectivement, toutes les institutions internationales héritées de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été plus ou moins modelées selon les intérêts de la puissance dominante qui était jusqu'à présent les États-Unis, toutes ces institutions sont en train d'être se fissurer ou d'être contestées. On a parlé tout à l'heure de la souveraineté qui, dans les années 90, émanait justement d'une prise de position contre ces institutions à travers les recommandations qu'elles faisaient à un certain nombre de pays en développement avec les plans d'ajustement structurel. Tous ces pays ont revendiqué une insertion dans la division internationale du travail pour pouvoir pénétrer les marchés, en particulier européens et Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, justement, il y a quand même une belle contradiction aujourd'hui. Tous ces pays-là qui ont revendiqué à une certaine époque la nécessité pour eux de rentrer dans cette division internationale du travail, contestant les institutions internationales qui, d'une certaine façon, régulaient cette mondialisation, en bien ou en mal, eh bien, c'est quand même ces pays-là qui, en s'insérant dans les échanges internationaux, sous couvert d'avoir contesté la mondialisation telle qu'elle était imposée, l'ont accentuée en demandant la diminution des droits de douane, l'ouverture des marchés, etc., etc. Le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est une multiplication des conflits commerciaux, que ce soit entre les États-Unis et la Chine, que ce soit entre l'Inde à l'OMC et les autres pays, au motif, par exemple, du stockage public qui a longtemps été revendiqué, et ils ont obtenu des choses à l'OMC, puisque les accords n'ont pas été signés. On voit bien qu'il y a un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale plutôt vers l'Asie aujourd'hui, qui fait que l'OMC est bloqué. Et il y a une couche supplémentaire avec l'arrivée de Trump, évidemment, qui bloque l'organe de règlement des différends. Donc il n'y a pas d'instance permettant de régler les différends commerciaux ou d'aboutir à un accord multilatéral. Donc c'est toute l'idée de multilatéralisme qui est aujourd'hui à la fois contestée et par voie de conséquence bloquée. Et l'une des solutions possibles aujourd'hui, c'est justement d'essayer de faire en sorte de mettre des blocs régionaux qui, évidemment, peuvent aboutir à des situations, à des accords de libre-échange.
Mais quand vous constituez un bloc régional, vous ne faites fonctionner que ceux qui sont dedans. Mais tous les autres pays qui n'ont pas signé ces accords régionaux sont par définition exclus. Donc là, on retombe sur le problème qui a accès à l'échange international et qui n'y a pas accès. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée d'insécurité économique, commerciale, sanitaire, d'insécurité alimentaire. Bon, en gros, on pourrait résumer à la façon de Pierre Asner, depuis le 11 septembre 2001, le monde est dans une insécurité totale, donc ça va être assez compliqué. Bon, ben écoutez, vous nous laissez pas beaucoup d'optimisme là. Hein. Donc je vous livre un peu d'éléments de lucidité. Peut-être juste si je peux me permettre de rebondir à ce qu'a dit très justement Thierry. Globalement, le monde a horreur du vide. Et donc dans ce vide qui est laissé sur le plan multilatéral, on a certaines puissances qui ont tendance aussi à occuper ces espaces. Le retrait des États-Unis fait que aussi on voit une forme de sino-mondialisation, d'une Chine qui monte, qui prend de l'espace, notamment dans la fabrication et dans la création de normes, dans plusieurs espaces enceintes. On a parlé de la FAO tout à l'heure. La direction générale aujourd'hui revient à un chinois. On voit aussi monter une tendance à créer ses propres normes et à les imposer. Donc le monde a horreur du vide et ce vide sera comblé. La question c'est de savoir comment et quelle capacité on aura aussi nous en tant qu'Européens. Je ne parle même plus de français, mais je pense que Cécile pourra apporter des éléments là-dessus. Mais la capacité qu'auront les Européens à rester vigilants sur cette montée de la Chine. Les routes de la soie chinoises ont été aussi un catalyseur d'investissement et d'inquiétude ou non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. En tout cas, force est de constater une forme de mondialisation qui est en train de se recréer, de se remettre en ordre de bataille et dans laquelle la place de l'Europe reste vraiment une incertitude. Alors, oui, Cécile, moi je voudrais te refaire rebondir sur l'Europe avec une incohérence, enfin, apparemment, une apparente incohérence entre d'une part ce qu'on a appelé le pacte vert, hein, pour parler français. Bon, la PAC, je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'on n'en parle pas trop en ce moment, on parle surtout de Green Deal, mais moins de la PAC. Et puis, il y a ces ALE, donc les traités de libre-échange, donc il y en a plus d'une quarantaine quand même en Europe. Il y a Australie, Nouvelle-Zélande là, qui vont pas tarder, enfin qui sont en cours. C'est quoi la cohérence là-dedans là? Alors, à part que la PAC, on n'en parle pas parce qu'on parle du Green Deal, à part que la PAC, c'est tout de suite qu'elle se négocie. Et donc, paradoxalement, c'est tout de suite qu'il faut en parler. Alors, si on redébobine, donc le Green Deal, le pacte vert. Donc, oui, mais je vais déraper. Le Green Deal, c'est décembre 2019, juste avant le Covid. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment les choses se sont articulées au fur et à mesure. Et c'est une déclaration de politique générale au sens français. C'est-à-dire que c'est une volonté de réaffirmer une ambition. L'Europe est en panne politiquement, voilà. Et le Green Deal, c'est une vraie volonté de réaffirmer un projet politique pour l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le Green Deal, donc il y a les 8 grands objectifs, je vous laisse aller les lire, mais à la fin, il y a l'Europe leader mondial avec, ils ancrent le schéma général du pacte vert dans une volonté de faire de l'Europe un leader mondial avec une diplomatie verte. Donc, il y a cette envie, cette affirmation claire de dire on veut jouer un rôle dans ce concert des nations avec cette spécificité qui est d'affirmer une volonté de diplomatie verte. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on n'est qu'au début de l'histoire, quoi. Donc, dans les engagements bilatéraux, il y a une volonté de réaffirmer des engagements, mais après, toute est histoire de négociation. Il y a les accords de Paris qui sont remis, voilà, le respect des accords de Paris dans les accords bilatéraux. Mais bien sûr que ces accords bilatéraux, c'est finalement ce que tu disais, c'est l'échec du multilatéralisme. Mais l'Europe a au moins une volonté politique. Ensuite...
Alors justement, j'en profite pour vous relayer une question d'un spectateur qui me paraît pertinente, qu'on a entendue longtemps et qui ressurgit aujourd'hui. Doit-on sortir l'agriculture des accords de l'OMC et aller vers une exception agriculturelle? Ça vous dit quelque chose, cette question, je pense? Et je la relaye parce que je pense qu'il est l'heure de la reposer. Et on va revenir après à l'Europe. Qui est-ce qui veut répondre à ça? Bon, sachant que l'OMC risque de ne pas passer l'été, hein, mais... Donc la retirer de l'OMC, peut-être qu'elle l'est déjà. Ça ne vous enchante pas? Non, ce n'est pas une question d'enchanter ou pas enchanter, c'est une question de réflexion. Parce que c'est une vieille question, ça. Oui, ça fait oui, quand même, c'est pour ça que je... Oui. C'est pratiquement depuis 1995 où l'OMC commence à se mettre en place qu'on se pose la question de savoir quel est le sort qu'on accorde, qu'on réserve à l'agriculture dans ces négociations multilatérales. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, à force de voir multiplier les pays qui participent à l'échange international, au bout d'un moment, il y en a quelques-uns qui vont revendiquer une part plus importante du marché européen, américain ou je ne sais lequel. Et donc, il y a inévitablement des risques de conflits commerciaux que l'OMC a de plus en plus de mal à gérer. Ça, c'est une première chose. Mais dans l'hypothèse où on retirerait l'agriculture de l'OMC, on la confie à qui? C'est une bonne question. La question est quand même de savoir, si on la retire, ça veut dire que l'agriculture ne peut plus être considérée comme un bien marchand, puisque ce qu'on négocie à l'OMC, c'est quand même les échanges de biens marchands, et on la confie à qui? Donc là est quand même posée la question, qu'est-ce qu'on fait de cette agriculture? Est-ce qu'on la considère comme un bien culturel, comme un bien premier, comme disait Amartya Sen? Et à ce moment-là, ça ne fait pas l'objet d'échanges. Mais du coup, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, le matin, on boit autre chose que du café, parce que là, il y a des échanges de matières premières qu'on ne peut pas fabriquer. Nos fruits et légumes en France, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on est déficitaire. Moi, je veux bien qu'on relocalise. Oui, on en importe quand même presque la moitié. Et ça fait, depuis les années 70, qu'on est dans un déficit commercial en fruits et légumes. Donc, à qui on la confie? On la confie à la FAO? C'est une institution qui est elle-même discréditée. Est-ce qu'on crée une autre organisation? Il en a été question longtemps de créer une autre organisation mondiale de l'alimentation, ouais, etc. Mais avec qui? Est-ce qu'on met des règles du jeu où on empêcherait des conflits commerciaux au sein de cette organisation mondiale de l'alimentation? Si je peux me permettre, sur la question alimentaire, je vais encore faire preuve d'individu savant, mais au XIXe siècle, il y a eu un philosophe qui s'est penché sur la question du commerce international. 17 ans avant notre ami David Ricardo et ses avantages comparatifs, c'est l'idéaliste allemand Fichte, avec Hegel, Kant, etc. Et il avait publié un ouvrage qui s'appelait « L'État commercial fermé », où il expliquait que l'échange de marchandises était de toute façon porteur de guerre, et que si un pays ne parvenait pas à satisfaire sa population, à commencer par l'alimentation, et qu'il diminuait donc ses perspectives de vivre dans une certaine décence et dans une certaine dignité, eh bien, finalement, il fallait remettre en cause l'échange international et fermer les frontières, à l'exception de tout ce qui est culture et circulation des idées. Mais tout ce qui est bien marchand, il fallait empêcher ça. Donc vous aviez d'un côté Fichte qui voulait fermer les frontières et instaurer un État commercial fermé avec à la clé une planification économique, et de l'autre, vous aviez Marx qui, dans son discours sur le libre-échange, voulait accélérer le libre-échange parce que ça allait accentuer la paupérisation des populations et donc ouvrir les perspectives révolutionnaires. Donc vous voyez, vous avez toutes les dispositions possibles pour étudier ce problème-là, mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Si c'est pour multiplier les conflits commerciaux, à ce moment-là, il faut la sortir de l'OMC. Donc, de toute façon, l'OMC n'est pas la grande coupable de la situation du système alimentaire mondial. Non, pour une raison très simple, ce n'est pas la grande coupable. C'est que ce n'est pas l'OMC qui négocie, ce sont les États. Voilà, c'est ça. Et là, vraiment, j'invite les auditeurs à relire l'interview de Lassane Abdelmaki sur ces questions-là. Rappeler que l'OMC, c'est avant tout les États. C'est une arène. C'est une arène de négociation dans laquelle, qui n'a en plus un budget pas très important, dans laquelle les États négocient avant tout. Tout à fait. Et le papier que vous avez fait avec Sébastien Jean, qui est sur... qui raconte très très bien l'histoire et qui explique bien
qu'il faut pas, on ne peut pas dire c'est l'OMC qui. Non, mais on a l'habitude de faire ça parce que c'est effectivement, comme disait Sébastien Jean, c'est un coupable idéal. Oui, en plus, c'est la règle de l'unanimité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de décision sans avoir l'unanimité. Aujourd'hui, avec plus de 165 pays membres, c'est très difficile d'adopter une décision collective. Mais de toute façon, refaire une instance multilatérale aujourd'hui avec Trump, par exemple, c'est impossible. Donc, enfin, ça veut dire qu'on exclut les États-Unis, on exclut la Chine. Ça paraît un peu difficile. On va revenir quand même à l'Europe, parce que ça nous intéresse. Donc, la capacité d'être souveraine alimentairement, c'est une question qui se pose pour l'Europe, c'est une question pertinente. Alors c'est très intéressant de regarder... On passera la parole à Nicolas pour ne pas l'oublier derrière son écran quand même, Nicolas. Je vous disais, donc, le Green Deal, c'est décembre 2019. Oui. Et puis, donc, les 3 mois, 4-5 mois qui sont passés, et le 20 mai sort la stratégie, alors Farm to Fork, de la ferme à la table. Voilà, la traduction de la ferme à la table, enfin bon, on va dire le F2F, ça va être plus facile. Et donc, elle sort juste 20 mai. Et les premières, ce qui est intéressant de regarder, c'est entre les premières moutures de la stratégie qui a fuité. Tu es la seule à avoir lu de la page 1 à la dernière page. Tout le monde a forcément lu. Voilà. Donc, et la version qui est arrivée. Et la version qui est arrivée remet comme un des 6 objectifs la sécurité alimentaire, alors qu'elle n'était pas dans les premières moutures de la stratégie de Farm to Fork. Donc, elle est un des 6 objectifs de cette stratégie. Et la deuxième chose qu'il faut avoir, je trouve, en tête dans cette stratégie F2F, et qui est intéressante, je trouve, c'est qu'on y sent les prémices d'une politique non plus agricole, mais d'une politique alimentaire. Depuis le temps qu'elle est réclamée. Mais les prémices, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a les prémices, c'est-à-dire que les objectifs, ils vont jusqu'à la transformation, il se pose la question aussi de l'amont, il se pose la question de la santé, il était même dans les premières versions, parce qu'on a tous en tête les quelques objectifs quantitatifs qui ont fait la une de tous les journaux, réduction des pesticides de 50%, réduction de 20% des fertilisants, réduction de 50% c'est 50% des pesticides, 20% des engrais, 50% des antibiotiques, 10% et puis des terres. Et 10% des terres en zone protégée, et puis 25% d'agriculture biologique. On a tous ça en tête. Dans les premières moutures, il était question de se donner un objectif qui touchait l'obésité. Ils allaient jusqu'à la question de la santé. Comment est-ce qu'on peut agir sur l'alimentation, qui a disparu sur la dernière version. Et donc finalement, il y a les prémices d'une politique alimentaire, mais pour autant, les outils et les instruments qui sont mis en œuvre, proposés tout de suite, sont presque essentiellement tournés vers l'offre et pas tournés vers la demande. Donc, ce qui va être intéressant à voir maintenant, c'est que justement, la PAC, qui elle est une politique d'offre, il va falloir, on a bien vu les derniers développements, il va falloir que la PAC prenne en compte dans ses déclinaisons. Et donc là, pour vous dire où on en est, donc 2018, la Commission a sorti les cadres généraux dans lesquels les États membres vont devoir implémenter leur PSN, leurs plans stratégiques nationaux. Et donc là, ces plans stratégiques, ils sont sur la table, il faut les faire. Ils ont l'automne, l'hiver, ils vont arriver, ils vont être de retour à la Commission au printemps. Et donc, ils se retrouvent à une charnière, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils arrivent à embarquer toutes ces obligations qui sont mises sur la table dans le Green Deal dans les plans stratégiques nationaux. Donc là, il y a quand même... C'est pour ça que là, tout de suite, la PAC, c'est un enjeu, il est tout de suite sur la table. Je vais repasser la parole à Nicolas et puis ensuite à Mathieu. Quand même, à travers ces politiques publiques, la PAC, le Green Deal, est-ce que l'Europe n'est pas un facteur de déstabilisation du reste du monde, enfin des pays du Sud notamment? Ou est-ce qu'au contraire, elle a un rôle de pilote, d'excellence, d'exemple à suivre?
Sébastien Jean parlait, non, ou Lassène Abdelmalki, je ne sais plus, l'un des deux économistes parlait de l'effet Bruxelles, dans ce côté exemplarité normative, vers plus de santé, plus d'environnement. Nicolas? Je ne suis pas forcément très bien placé pour savoir ce que l'Europe peut ou pas faire à l'échelle mondiale. Elle a eu des effets très négatifs sur les pays du Sud quand elle a subventionné massivement un certain nombre d'exportations vers ces pays et découragé des productions locales. Bon, depuis Marrakech, quand même, depuis l'accord de Marrakech en 1994, on est quand même un peu sorti de cette affaire, même s'il reste quelques éléments résiduels de subvention, mais on n'est plus dans une Europe qui subventionne massivement ses exportations. Maintenant, elle exporte plutôt ses entreprises et ses investissements, ce qui pose d'autres types de problèmes. On pourrait y revenir. Ce que je trouve intéressant dans cette discussion, c'est qu'on est un peu dans une tension entre, d'un côté, un besoin de régulation mondiale pour un certain nombre de questions. Alors, la question de la pandémie en est une parfaite. Hein. On voit bien à quel point on a besoin d'une régulation mondiale pour éviter ce genre d'affaires. Mais on n'a qu'à parler du changement climatique pour voir à quel point aussi on a besoin d'une régulation globale. Et puis de l'autre, on a une revendication de souveraineté, c'est-à-dire effectivement de gérer ça sur des espaces nationaux, voire régionaux. Et donc c'est cette tension qu'il faut arriver à gérer, c'est-à-dire que si la revendication de souveraineté se fait au détriment d'un investissement dans le global, d'un investissement dans la régulation mondiale, ça me fait franchement très peur. Parce qu'on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire la politique aujourd'hui de Donald Trump ou la politique de Bolsonaro ou le Brexit. C'est-à-dire, on sort du jeu international, on s'autorise à se reprotéger complètement, mais on voit aussi ce que ça peut vouloir dire en termes de régulation des tensions que ça provoque. Je pense, moi, bon, alors il faudrait relire peut-être l'ouvrage que Thierry Pouche suggérait de lire, que le commerce, c'est aussi un régulateur de tensions et de tensions internationales, et que ce n'est pas parce qu'il y a plus de commerce qu'il y a plus de guerre. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire quand il y a plus de commerce, il y a des intérêts partagés, à condition que les rapports de force ne soient pas trop inéquitables entre les deux parties, mais que le commerce a plutôt été un instrument de la réduction des risques de conflit et d'accaparement des ressources. Bon, alors maintenant, comment est-ce que l'Europe peut jouer à la fois une politique qui lui permet de se prémunir des chocs et des risques qui risquent d'arriver demain et de se multiplier demain, et en même temps jouer un rôle dans la mise en place de régulation. Alors, vous dites beaucoup, c'est l'échec du multilatéralisme, on peut le voir comme ça, je préfère de parler de crise du multilatéralisme, parce que crise, c'est à la fois danger qu'il n'y ait plus de régulation mondiale, mais c'est aussi opportunité. Et opportunité peut-être de refondre quelque chose pour gérer les pandémies, pour gérer le changement climatique, pour gérer l'effondrement de la biodiversité et pour gérer un certain nombre de pollutions qu'on a aujourd'hui à l'échelle globale. Je pense au plastique, je pense aux résidus de chimiques, etc. Et que je pense que la souveraineté ne doit pas nous faire abandonner cette ambition de pouvoir contribuer à des régulations mondiales. Merci Nicolas. Mathieu, je vous adresse, enfin je pense que vous voulez compléter, mais je vous adresse une des questions que l'on nous pose également. Avec l'artificialisation des sols et le départ à la retraite de la plupart, enfin, de toute une génération d'agriculteurs, comment être souverain en Europe ? Alors je crois qu'on va repréciser que la souveraineté n'est pas l'autonomie, hein, mais il y a peut-être quelques mots à en dire de plus. Avant, je vais juste faire deux commentaires très rapides sur ce qui a déjà été dit par Nicolas, Cécile et Thierry. Le premier, c'est celui de Farm to Fork, donc de la ferme à la table. Moi, je trouverais intéressant aussi de retourner cette dynamique, d'aller de la fourchette jusqu'à la ferme, dans la mesure où la normalisation de la ferme est un petit peu déséquilibrée par rapport à celle de la fourchette. Et si les consommateurs mettent autant d'entrain à vouloir consommer mieux, etc., est-ce qu'à un moment, il ne faut pas aussi établir certaines normes, indicateurs pour suivre cette tendance-là? Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à des cartes de rationnement, mais on pourrait s'interroger sur ces pratiques et sur cette dimension. Le deuxième commentaire très général, c'est celui que tu as mentionné, Cécile, la diplomatie verte. Donc moi, je m'interroge toujours
jour, c'est peut-être mon côté politiste, sur la cohérence des politiques publiques, dans la mesure où un grand nombre d'accords commerciaux aujourd'hui font un peu fi des engagements pris à Paris dans le cadre de la COP 21 et dans d'autres enceintes multilatérales. Aujourd'hui, on sacrifie peut-être pour certaines industries qui sont un peu plus le fleuron de l'Europe, l'agriculture sur le plan, on pourrait citer par exemple le Mercosur et d'autres. Mais donc voilà, je m'interroge sur cette dimension de cohérence des politiques publiques dans la mesure où le Green Deal devrait aussi permettre de pénétrer l'ensemble des politiques commerciales et de remettre cette cohérence. Alors sur la question de l'auditeur, hein, qui était en fait, qui est très juste, je voulais en parler tout à l'heure et donc c'est très bien. Est-ce qu'on est à la hauteur finalement en termes de l'Europe ou même de la France de cette souveraineté alimentaire? C'est un petit peu le piège qu'il y a derrière la notion de souveraineté alimentaire. Le fait de, en plus, le relier directement à l'autosuffisance nous fait oublier, ou plutôt comme dirait Nicolas, derrière le mot crise, il y a aussi le mot opportunité. En tout cas, pour ceux qui parlent le chinois, on a cette dimension d'opportunité dans le mot crise. Mais Mathieu, visiblement. Opportunité parce qu'il faut reprendre en main les grands défis qui sont posés aujourd'hui à l'agriculture française et à l'agriculture européenne, puisqu'on n'est pas à la hauteur aujourd'hui de l'objectif d'autosuffisance, dans la mesure où on a de l'artificialisation des terres, on a aussi un faible, voire très faible renouvellement des générations de la population agricole. Est-ce qu'on peut être souverain sur nos choix aussi quand on va voir ces fermes s'agrandir, peut-être s'ouvrir à des capitaux étrangers notamment, une financiarisation de l'agriculture, hein, pour reprendre les travaux des collègues Purseg notamment et autres. Là, on a un vrai enjeu dans la mesure où de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices, c'est aussi des tendances à la transformation de l'agriculture et donc difficile de revenir en arrière. La souveraineté sur les terres agricoles, elle est aussi très importante et je pense qu'il faut la souligner. Ça renvoie aussi à la question des stocks stratégiques, hein. D'autres pays se mettent en avance et en branle-bas de combat par rapport à cette question-là. On voit aussi l'Iran anticiper une possible deuxième vague en faisant des stocks, ce qui va aussi avoir des impacts sur la circulation des biens et des denrées au niveau international. En fait, la souveraineté, on l'a définie tout à l'heure comme étant le choix, la liberté de choix. Et finalement, est-ce qu'on se garde suffisamment de marge de manœuvre aujourd'hui pour avoir cette liberté de choix entre des structures différentes d'exploitation, entre des modèles d'agriculture différents? Est-ce qu'on n'est pas en train de fiche en l'air J'ajouterais aussi, et après je laisserai la parole à mes voisins de droite, mais la question de la technologie. Il me semble qu'on a eu une question qui a remonté sur les biotechnologies, la question de la dépendance et de l'effort collectif de recherche, dans la mesure où de moins en moins de brevets sont déposés par des pays de l'Union européenne. La Chine a explosé ses brevets sur les biotechnologies ou sur les technologies en agriculture. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut ou il ne faut pas. En tout cas, il faut s'interroger sur notre dépendance aussi en matière de recherche sur des techniques qui sont connues des auditeurs, sur CRISPR, etc., sur les NBT, etc. La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans la souveraineté alimentaire, il faut voir toutes ces dimensions de souveraineté industrielle également, dans la recherche, et Cécile pourra revenir aussi sur les forces de l'INRAE par rapport à cette recherche-là. Juste, oui, n'est-ce pas, rebondir sur 2 points de Mathieu, les départs en retraite et les pertes sur la population agricole, ça peut être aussi vu comme une opportunité. Non, je m'explique. Ça va être difficile non, quand même, je m'explique. Dans le sens où on dit clairement qu'il faut une transition. Et cette transition, on a une partie de la population agricole vieillissante qui ne peut pas la faire. Et il ne faut pas raconter n'importe quoi. On ne va pas à 60 ans transformer son système. Donc, ce départ en retraite, plus que la moitié des agriculteurs vont être partis à peu près dans les 10 années qui viennent, c'est aussi une opportunité pour changer le système. Donc, c'est juste pour voir une fois le verre à moitié plein. Si on donne les moyens aux nouveaux entrants. Mais oui, mais si on donne les moyens aux nouveaux entrants, il va falloir moins de production carnée, par exemple. Ça, voilà, l'élevage. Il y a une modification nécessaire du système de production. Donc, on peut aussi le prendre dans l'autre sens et se dire c'est aussi une opportunité pour changer nos systèmes. Et puis la deuxième chose, c'est sur les questions d'artificialisation des terres. Quand on regarde les travaux qui ont été faits sur la prospective agriculture européenne 2050, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des problèmes de contraintes sur les terres massives à l'échelle du monde, mais on peut, enfin, la structure de la démographie européenne
semble indiquer une libéralisation de terres, notamment en Europe de l'Est, en Pologne, en Allemagne. Et donc, là encore, comment est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on discute souveraineté à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la France? Quelle est la bonne échelle? Peut-être que c'est finalement à l'échelle de l'Europe, et peut-être que c'est une opportunité pour justement ces libéralisations de terres. Peut-être imaginer aussi d'étendre les tensions sur la compétitivité et pouvoir mettre en œuvre, par exemple, ce que montre cette prospective. On pourrait aussi mettre en œuvre ces terres pour faire de l'agroécologie. Enfin, voilà. Donc, il y a des échelles géographiques sur lesquelles il faut qu'on se pose vraiment les questions. Reste à voir quels moyens nous donneront nous donnera la nouvelle définition de la PAC, oui. Voilà, et les moyens du deuxième pilier. Mais on ne va pas rentrer dans les techniques trop poussées. Thierry, vous vouliez rajouter quelque chose à ce diagnostic? Non, sur l'idée de cohérence des politiques publiques, c'est certain que c'est un réel problème au sein de l'Union européenne. Toutefois, dans le document de la ferme à la table ou de la ferme à la fourchette, comme on voudra, parce que j'ai lu le document jusqu'au bout quand même. Ah, donc vous êtes deux, deux en France. Ah, c'est 25 pages, c'est pas énorme quand même. Oui. Mais il y a un paragraphe où il est précisé que l'Union européenne serait amenée à réviser sa politique commerciale. Donc est-ce que c'est une déclaration d'intention? Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que ça va se concrétiser? Dans quel sens? Ça, on n'en sait rien. Mais il me semble quand même que l'Union européenne n'a plus le choix aujourd'hui. Si elle veut mettre en correspondance ses intentions et les choix qu'elle fait, à ce moment-là, il faut qu'elle revienne sur ces accords de libre-échange. Et on retombe sur la question, est-ce qu'il faut les exclure? Est-ce qu'il faut exclure l'agriculture de ces accords de libre-échange au motif qu'on est dans une transition agroécologique, environnementale, ou je ne sais pas trop comment la qualifier. Mais là, il me semble que l'Union européenne n'a pas le choix. Et je voudrais juste ajouter un point, c'est que quand même, sur l'Union européenne, sur la question de l'autosuffisance, c'était inscrit dans les débuts de la PAC, dans les textes fondateurs. C'était un objectif prioritaire. Et de ce point de vue-là, ça a été un choix. Donc je maintiens mon idée que la souveraineté s'incarne dans l'autosuffisance. Ce qui m'ennuie, c'est l'évolution de l'Union européenne à partir des années 90, où là, on détricote quand même cet objectif, pensant qu'on était arrivé à le satisfaire, eh bien, on pouvait se permettre de faire autrement, de signer des accords de libre-échange, de respecter les demandes d'un certain nombre de pays au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour ouvrir notre marché. Donc je pense que là, il y a aussi le texte sur de la ferme à la table, qui va avec la biodiversité d'ailleurs, mais il y a aussi tout le logiciel commercial et le logiciel de la régulation des marchés à revoir. Si on veut mettre en correspondance tout ça, l'Union européenne n'a plus le choix, sinon, on y est déjà un peu selon moi, on va avoir du mal à définir un projet collectif. Alors il y a une autre question qui vient de surgir, qui n'est pas facile, peut-être à Nicolas. Est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté avec toutes les histoires de brevetabilité du vivant? C'est une question qui est ambitieuse. Bon courage à celui qui veut y répondre. Effectivement, on parle beaucoup de biotech, on parle beaucoup de végétalisation, mais si effectivement il y a un accaparement du vivant via la brevetabilité, ben oui, Nicolas, on savait que c'était pour vous. Non, mais c'est pas que c'est spécialement pour moi, mais je voulais justement aller dans le sens de ce que Mathieu et Thierry avaient dit à propos de la question des cohérences de politique. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire en pensant beaucoup à nos dépendances en termes d'importation de produits. Je ne voudrais pas oublier qu'on est effroyablement dépendant en phosphore, on est effroyablement dépendant en gaz russe pour produire de l'azote, de l'urée. On est complètement dépendant dans tous les principes actifs des phytos qu'on importe massivement. On est complètement dépendant de l'électronique qui envahit tout le matériel agricole, les drones et tous nos systèmes de l'agriculture de précision. On est complètement dépendant sur les données satellitaires et sur les données qui permettent de piloter tout ça. Et ça, on n'en parle pas dans la question de la souveraineté. Et je pense que du coup, c'est une vision beaucoup plus large qu'il faut qu'on envisage. C'est quoi une agriculture demain qui serait totalement dépendante de tous ces intrants? J'exagère en disant tous.
mais d'une grande partie d'intrants stratégiques. Alors vous allez me dire peut-être que pour être moins dépendant des principes actifs des produits phyto, il faut se passer de phyto, et c'est peut-être aussi une des choses qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est aussi comment on est davantage souverain dans nos capacités techniques à produire, y compris avec nos intrants, avec le matériel, avec tout ça. Et la brevetabilité du vivant, elle fait partie de ça. Je la mets dans la même catégorie de la question de notre souveraineté vis-à-vis de tous les intrants agricoles. Voilà. On peut le raisonner à l'échelle européenne et je pense que l'Europe a des capacités de pouvoir produire un certain nombre de choses ou en tout cas de réduire sa dépendance. Maintenant, sur la question des pays du Sud, là, je suis beaucoup plus inquiet parce que l'accroissement de la dépendance des pays du Sud vis-à-vis des intrants agricoles, vis-à-vis aujourd'hui des produits phytosanitaires, vis-à-vis de l'engrais chimique, vis-à-vis du matériel agricole, vis-à-vis des biotechnologies, elle est totale. Heureusement, l'Inde et la Chine sont en train de prendre un peu la mesure de ça et d'investir de façon différente dans ces solutions-là, et notamment autour de l'agroécologie, qui pour moi est un des enjeux de ce point de vue-là. Ce n'est pas uniquement une histoire de ne pas dégrader l'environnement, c'est aussi une histoire de réfléchir la question de sa maîtrise de ses intrants, du rebouclage de ses cycles, etc. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, la cohérence des politiques, elle va bien jusque-là. C'est quoi nos politiques industrielles qui sont au service de l'agriculture et de l'alimentation? Je n'ai pas parlé de l'agroalimentaire, mais c'est le même problème. Alors, pour prolonger cette réflexion, qui est-ce qui a des nouvelles du plan protéines dont on parle depuis des années, qui n'est pas forcément sous ce nom-là? C'est une question d'un spectateur également. J'ai posé la question pas plus tard que la semaine dernière. Ah, c'est bien, Cécile. Donc, le plan protéines, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est sorti en juillet. Enfin, on a présenté au ministère de l'Agriculture 3 volets. Il y avait un volet recherche, il y avait un volet filière et un volet développement régional en juillet de 2019. Et donc, depuis, nous attendons, c'est ça, comme ça, j'attends la sortie du plan. Et Amélie Montchalin nous a dit, le plan protéines va être un des éléments de la réorganisation des systèmes. On attend toujours la sortie du plan protéines. Et donc, j'ai demandé au ministère de l'Agriculture, on attend toujours la sortie du plan protéines. D'accord. Donc, on va continuer à importer massivement du soja. Oui, donc, non, je ne suis pas sûre. Si vous faites des apartés, tous les deux, on ne va pas s'en sortir. Hein. Non, mais il y a un exemple protéines, c'est que quand même dans l'Europe, comment les réactions des consommateurs se sont manifestées par les firmes. Et si on prend l'exemple de la Bavière, aujourd'hui, 80% du lait est produit sans OGM, donc ça veut dire sans soja importé. Donc il y a bien des sources de protéines pour s'y substituer. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des débuts et qui viennent notamment par les consommateurs et par les firmes alimentaires. Ah non, et puis clairement, et puis les filières se sont mises en ordre de bataille. Elles ont fait des propositions, cohérentes qui sont peut-être pas encore à la hauteur, mais qui sont là. Donc tout le monde attend la sortie du plan protéines. Du plan protéines. Ah mais non, c'est très bien, au contraire. Bon, il nous reste un petit peu de temps peut-être pour reboucler tout cela. Moi, ce que j'ai noté, c'est que donc il n'y a pas d'échec, ce ne sont que des crises, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire c'est quand même l'expression d'un symptôme qui permet un diagnostic. C'est ça une crise. Hein. Il n'y a pas de problème, mais des opportunités. Non, mais j'essaye de reboucler tout ce que vous dites. Par contre, voilà, des inquiétudes pour le Sud. Donc il y a quand même un effet un peu Janus, quoi. C'est-à-dire les pays riches, ça va mieux. Des pays émergents, ça va mieux, mais les pays pauvres, ça va plus mal. Si je résume à grands traits, c'est à peu près ça votre sentiment aujourd'hui. Ce que je voudrais recueillir, si c'est possible, c'est quel est votre sentiment là sur les... Comment vous sentez-vous par rapport aux mois à venir? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que ça n'a pas lieu d'être? Est-ce qu'il faut être lucide? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Bon, je vois Thierry rire à ma question. Non, c'est pas ça, c'est pas une question d'optimisme, de pessimisme. Je pense qu'il faut un peu, comme Spinoza le disait et le suggérait,
ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Déjà, on aura fait un premier pas. Vous voyez, c'est une très bonne réponse. Et je suis assez d'accord avec pour revenir au sens étymologique du mot crise, hein, alors je n'irai pas jusqu'en Chine, mais je me limiterai à la Grèce. Mais c'est vrai que l'idée de crise, c'est le moment où ça bascule vers quelque chose de nouveau. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a par rapport à la période antérieure, c'est qu'on a de plus en plus de mal à basculer dans quelque chose de nouveau. Il y a des forces qui résistent, il y a des leviers qui ne sont encore pas identifiés, il y a des problèmes de financement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces crises se perpétuent, s'entremêlent, s'interpénètrent. Et du coup, je pense que, comme disait Myriam Revaud-Dallon, on est dans une situation de crise sans fin. Voilà. Et en économie, c'est encore bien plus dramatique, c'est que les crises sont de moins en moins espacées dans le temps. Là, il a fallu 10 ans, depuis 2008, pour qu'on en connaisse une nouvelle, qui était déjà un peu amorcée avant la crise sanitaire, puisque le FMI nous avait un peu alerté au deuxième semestre 2019 qu'il allait y avoir une récession assez importante. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une multiplication de crises, on a du mal à les surmonter et elles sont de plus rapprochées dans le temps, donc on est vraiment dans des crises sans fin qui se succèdent avec une incertitude un peu radicale quand même. Mais tenter de comprendre, c'est un joli programme déjà. Nicolas, chère Alimentation du Monde, chère UNESCO Alimentation du Monde, quel est votre programme pour les mois à venir ? Beaucoup de choses. Hein. Pour vous donner l'info, je vais en profiter, puisque du coup, on est là fin septembre, début octobre, 30 septembre, 1er octobre, un grand colloque international sur la question du genre et de l'alimentation dans les pays du Sud. Qu'est-ce que l'urbanisation change au rapport de genre dans l'alimentation en Afrique, Asie et Amérique latine? Et c'est très éclairant par rapport à l'Europe. Donc, même si vous ne travaillez pas sur ces pays, je vous invite à suivre. En février, c'est le grand colloque annuel de la chaire. Ça sera sur l'alimentation comme lien social. L'alimentation, c'est pas que se nourrir, c'est tisser des liens entre les gens. Donc, on parlera de ça. On parlera essentiellement de qu'est-ce que, dans les changements actuels, dans l'individualisation de l'alimentation, qu'est-ce que ça provoque sur le maintien ou pas de lien social. Finalement, la crise du Covid et le confinement, ils nous révèlent ça complètement. Ils nous révèlent qu'on ne peut plus aller dîner avec nos amis et que ça met à mal le lien social et que les corona-péros ne remplacent pas tout. Donc, on va avoir quelque chose en février, début février, suivez ça sur le site de la chaire là-dessus. Mais indépendamment, je vais faire ma parenthèse de publicité pour ce qu'on fait à la chaire. Il me semble qu'il y a un premier mot qui est important à avoir en tête maintenant, c'est la question de la résilience. Clairement, on voit qu'on a été bousculé par cette crise. On sait, on n'a qu'à lire les rapports du GIEC, on sait qu'on en aura d'autres, et Thierry Pouche dit avec juste raison, on en aura de plus en plus graves et de plus en plus fréquentes. On a fait un rapport pour la Commission européenne et pour la FAO l'année dernière qui montre que dans les pays du Sud se superposent maintenant des crises climatiques, politiques, environnementales, sociales, sanitaires, et qu'on a des populations qui peuvent plus tenir aujourd'hui, alors qu'elles ont été souvent très résilientes. Donc, il faut réinvestir la question de la résilience. Mais d'une certaine façon, la résilience, c'est une façon d'abandonner l'idée qu'on pourrait empêcher les crises. Et donc, il y a quand même aussi à s'interroger sur comment nos systèmes, et notre système alimentaire en particulier, qui a été aussi provocateur de crise, comment on peut le changer pour qu'il ne contribue pas davantage à générer ces crises. Moi, j'ai une vraie interrogation à propos de la question de la souveraineté, parce qu'en fait, je l'ai vu fleurir à partir du discours du président Macron au début du confinement, comme une espèce de nouveau mot d'ordre des grands enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Et moi, j'ai peur qu'un certain nombre d'acteurs utilisent ce mot d'ordre pour détourner l'attention des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux des systèmes alimentaires. Et qu'il me semble que là, il faut faire quand même très attention de ne pas utiliser la souveraineté pour éviter de parler de la durabilité environnementale et de la durabilité sociale de nos systèmes, pour éviter de parler de la question nutritionnelle et de sa dégradation, de l'empoisonnement généralisé des pays du Sud aux résidus chimiques et aux résidus de pesticides, qui sont alors là, en termes de food safety, dans une situation mais complètement d'une bombe à retardement par rapport à ce qu'on va voir arriver d'ici 10 ans. Ils sont complètement envahis de produits qui sont cancérigènes. Tout le monde s'en fiche pour le moment. Et donc, pour moi, il y a vraiment là à éviter ça. Et puis la dernière chose, c'est que
si on parle vraiment de souveraineté et de capacité de décider librement de son système alimentaire, alors il faut aussi poser la question de notre liberté par rapport au lobby quand on fait des politiques publiques. Parce qu'effectivement, on voit bien que les politiques publiques, elles sont aussi sous l'influence d'un certain nombre de grands lobbies industriels, agricoles, qui orientent aussi les débats, qui déplacent les zones de débat, et que la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est aussi la capacité de rétablir un meilleur équilibre dans les rapports de force entre les acteurs qui décident de l'avenir de ce système. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un très grand déséquilibre entre un certain nombre d'acteurs. Donc c'est une souveraineté qu'il faut penser plus largement, me semble-t-il, que juste réduire notre dépendance au risque de voir s'accélérer le recours aux importations alimentaires. Merci, ça fait Nicolas. partie du problème, mais il faut le voir, à mon avis, plus large. C'est une scène mise en garde qui vaut pour tous les mots valises un peu à la mode. Mathieu, et ensuite je donnerai la parole à Cécile et rapidement un mot de conclusion. Oui. Mathieu, j'en profite pour signaler au passage une autre question. La crise du Covid peut-elle être une chance? À force de dire que toute crise est une opportunité, je pense qu'on peut dire rapidement qu'elle est une chance en ce sens où elle est un révélateur peut-être. Oui, alors j'ai toujours un peu de mal à dire que c'est une chance dans la mesure où il y a de la souffrance, il y a des morts, il y a des tissus économiques, industriels, territoriaux qui sont détruits, donc je suis un petit peu gêné si on parle de chance. En tout cas, ça reste un révélateur assez important des dynamiques sociopolitiques qui sont déjà à l'œuvre. Nicolas l'a rappelé, hein. En fait on réaffirme avec cette pandémie de la Covid la reconnexion des gens à leur alimentation, le triptyque alimentation, santé, environnement. Les politiques publiques européennes ont l'air de se mettre potentiellement en ordre de bataille autour de ça. Et donc ça va, disons, orienter la fabrique des politiques publiques à l'avenir. Mais je crois qu'il faut peut-être, pour rester optimiste, rester aussi pragmatique et faire attention, et c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà dit, mais je préfère le redire et insister, sur les risques d'avoir des systèmes à deux vitesses qui vont condamner certains à une alimentation bas de gamme et d'autres à une alimentation haut de gamme. Il y a un risque réel là-dessus en France avec de la précarité, des vulnérabilités. Et donc je crois qu'il faut, si on veut vraiment continuer à réfléchir à ça, être vigilant là-dessus. Ensuite, peut-être pour finir, parce qu'on a parlé de souveraineté et de durabilité, de souveraineté alimentaire durable, Cécile a insisté là-dessus, mais il faut aussi penser cette souveraineté de manière solidaire. Être souverain, ça veut aussi dire regarder ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. On avait une question qui était prévue, finalement, est-ce que l'Europe a vocation à nourrir le monde? Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que non. Le monde a vocation à se nourrir tout seul. Par contre, on peut imaginer participer à certains équilibres internationaux, notamment dans notre voisinage méditerranéen, hein, pour ne prendre que le cas de l'Égypte, par exemple, qui est un pays qui m'est cher. On voit bien la concentration de la population sur un infime rideau de terres arables, exerce des pressions sur les ressources, potentiel aussi conflit entre les agriculteurs, les urbains, etc. Et donc là, il y a aussi un enjeu à jouer et aussi une place à avoir dans ce voisinage qui est le nôtre, voisinage méditerranéen, pour des dépendances à l'alimentation, pour des dépendances aux exportations. Je pense qu'il ne faut pas non plus laisser tomber ces États, ou en tout cas les laisser au jeu d'une grande puissance, pour ne pas la citer bien à l'est de chez nous, et rester présent dans ce qui est aussi une dimension géostratégique de l'alimentation et de l'agriculture. Pas oublier, derrière la diplomatie verte, il y a aussi la diplomatie alimentaire qui peut être un outil important de coopération. Merci beaucoup. Le dernier mot à Cécile, rapidement, Oui, hélas, parce que le temps... Très rapidement, je remercie Nicolas d'avoir conclu sur mon introduction, qui est que clairement la question de la souveraineté, enfin les questions qui sont revenues sur la table avec le Covid, ne doivent pas faire oublier qu'on a devant nous des enjeux de système durable et solidaire. Donc ça, c'est la première chose. Alors, verre moitié plein, verre à moitié vide, j'ai envie de croire que la volonté politique de l'Europe, à travers le Green Deal, à travers les stratégies biodiversité et Farm to Fork, affiche une volonté politique. Et on peut toujours voir le verre à moitié vide, la PAC n'est pas à la hauteur, n'empêche qu'il y a des outils. L'éco-scheme, enfin bon, on va pouvoir le développer. Il y a un risque important qu'il va falloir contrôler, c'est que chacun ne parte pas avec ses plans stratégiques nationaux, chacun d'un côté, mais qu'on ait une vraie politique
agricole commune. Et comme la porte est ouverte à une politique alimentaire, eh bien, voilà. Merci beaucoup à tous et nous retrouverons nous pouvons retrouver cette séquence en podcast et nous ferons une synthèse écrite également de cette table ronde, polémique, dispute, controverse. On ne s'est pas disputé. Ben non, même pas. Pourtant, on avait tout fait pour, hein, mais... J'ai trouvé d'ailleurs que le mot débat était supérieur à celui de controverse. Peut-être que j'ai mieux compris ce qui était au cœur de vos échanges. Bon, j'ai quand même retenu que sécurité alimentaire, quelque part, c'est quand même le droit à l'alimentation. Hein, on a eu un colloque d'ailleurs avec les banques alimentaires ici, à Calémie. Je crois qu'il faut le rappeler. Quel droit à l'alimentation, comment il s'inscrit dans nos politiques. Souveraineté, j'ai aussi compris qu'il ne fallait pas le confondre avec l'autosuffisance. Donc, et qu'on parle de plus en plus avec la Covid de territorialisation. En même temps, comment penser local et penser global. Hein, et bien de faire le pas entre l'un et l'autre. Hein, et comment tout ça, on peut le traduire à la fois dans la cohérence d'une politique publique, avec tous ces termes de durabilité que vous avez cités, de solidarité, hein, et que peut-être que le pacte vert et des autres outils que vous avez cités nous aideront. Et merci de nous avoir associés en tant que partenaire à cette controverse, pour ne pas dire débat. Merci à vous. Merci beaucoup.